Bienvenue dans cette deuxième partie, toujours en compagnie de Patrick Mbeko pour parler de Mobutu, dont nous avons commencé dans une première partie à parler de l'ascension. Comment il fait pour partir d'un simple secrétaire journaliste pour devenir le président de la République du Congo. À présent, nous allons dans cette deuxième partie parler de l'exercice du pouvoir de Mobutu, du dictateur. Moi, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si Patrick est d'accord avec cette terminologie ou pas, mais du dictateur Mobutu. Et ensuite, dans une troisième partie, on va parler de sa chute. D'entrée de jeu, s'il y a quelque chose qui m'a profondément choqué, c'est de voir des Congolais regretter Mobutu. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je le comprends. Il y en a qui regrettent Joseph Kabila aujourd'hui. La question de ne pas de savoir ou de dire que oui, mais les gens regrettent Mobutu. Non, c'est de comprendre pourquoi. Oui. C'est ça qui est important. Et si les gens regrettent Mobutu, c'est parce que ceux qui sont venus après lui n'ont pas fait mieux que lui. En fait, en réalité... C'est grave de dire ça. C'est très vrai, mais ce sont les faits, les données sont là. En réalité, les gens ne regrettent pas la personne de Mobutu nécessairement. Ils regrettent une époque où leur douleur ou leur souffrance n'était pas aussi grave que celle d'aujourd'hui ou celle qui a suivi. C'est souvent ça, les gens comparent leur niveau de souffrance. Et quand ils comparent leur niveau de souffrance, ils préfèrent, c'est comme une femme. Une femme qui quitte une relation dans laquelle elle n'était pas respectée, pour entrer dans une relation dans laquelle elle est battue, elle pourra regretter l'autre relation, alors que ne pas être respectée est tout aussi grave que quand on est battu. Mais si elle compare son niveau de souffrance ou sa situation dans la relation précédente et dans la relation dans laquelle elle peut être emmenée à regretter l'autre relation. Ça ne veut pas dire qu'elle regrette nécessairement l'homme, son ex-compagnon. C'est un peu ça aussi. Les gens regrettent Mobutu. Pourquoi? Parce que pendant 32 ans de Mobutu, il y avait la paix. Pendant 32 ans, il y avait une relative prospérité. Et il faut faire attention. Prospérité? Oui. Les gens ont tendance à analyser le régime de Mobutu en fonction de sa fin, ou en tout cas des temps de la fin. Or, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. 32 ans, je rappelle. Mobutu n'a pas fait 5 ans, 7 ans au pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir en 90, au moment de la période de démocratisation. Non, il a pris le pouvoir en 65. Quand il prend le pouvoir, le pays sort d'une terrible crise. On vient d'en parler. Près de 2/3 du pays était occupé, était contrôlé par des forces révolutionnaires qui combattaient son régime. Et donc, quand il prend le pouvoir, le pays est par terre. Mobutu redresse le pays. C'est sous Mobutu qu'on forme les cadres les plus importants de l'histoire de ce pays. On n'a plus jamais formé un tel niveau. À part ceux qui sont dans la diaspora, nous autres, nous sommes venus dans la diaspora, nous avons été formés. Mais Mobutu a formé à l'époque. Tous les cadres zaïrois ont été formés par Mobutu. À l'époque, et c'est important de le dire, le pays connaissait une grande croissance économique à cause de ses ressources naturelles, notamment le cuivre. Bon, c'est un fait qui est établi. Au Zaïre, les gens venaient étudier au Zaïre, les étrangers venaient étudier au Zaïre. Beaucoup de chefs d'État ont vécu au Zaïre. Ça, c'est ce que les gens oublient. Et sous Mobutu, on avait une armée et un pays qui était respecté. À l'époque, on parlait du Grand Zaïre, vous le savez. On peut dire, quand on analyse le parcours d'un homme comme Mobutu, il ne faut pas l'analyser de manière très superficielle comme moi je vois les gens le font aujourd'hui. Non, Mobutu a fait 32 ans, les premières années de son pouvoir, n'importe qui vous dira que c'était les années fastes de l'histoire du Zaïre. Et je rappelle que le Mobutu, on envoyait des étudiants à l'étranger, des boursiers. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart des grands, allez en Afrique du Sud par exemple. Parmi les grands médecins d'Afrique du Sud, ce sont les Congolais. Ils ont été formés sous Mobutu. Les grands cadres que ce pays a, l'élite que ce pays a aujourd'hui encore, ceux qui restent de l'élite, parce qu'aujourd'hui on a une caste de comédiens pour être plus poli, mais la plupart des gens ont été formés sous Mobutu. Et ça, c'était dans les premières années du pouvoir. Et à l'époque, un zaïre, c'était 2 $. Vous êtes peut-être surpris. Non, pas du tout. Moi, je vais revenir dans les faits. Ouais, on revient dans les faits. Mobutu
président. Et on n'a jamais, je rappelle, hein, la paix. Parce que le grand problème... Ça veut dire quoi, la paix? Il y a eu des tentatives de déstabilisation du pays qui ont tout échoué. Mais à l'époque, Mobutu... Oui, mais ce n'était pas des tentatives de déstabilisation du pays, c'était des tentatives de renversement de Mobutu. Mais elles ont échoué. Oui, parce que c'est un dictateur qui a une armée, qui a son service. Non, parce que la question, c'est... commencé à aller mal. La question, c'est pourquoi est-ce que les gens regrettent Mobutu. Pourquoi les gens le regrettent, oui. C'est ça, qu'il soit une dictature ou pas, mais pourquoi les gens regrettent? Parce que... Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, au final, les gens accordent très peu d'importance à tout ce qui est démocratique par rapport au bien-être. Mais ça ne les intéresse pas. Les gens, en réalité, le débat sur la démocratie s'impose quand le système est de plus en plus désarticulé. Mais en réalité, les gens regardent d'abord leur vie. Et quand on vit mal, quand la situation socio-économique n'est pas bonne, ça a un impact sur les gens. Et c'est la raison pour laquelle les discours des Occidentaux sur la démocratie ne marchent plus sur le continent. Parce qu'ils ont soutenu des types qui n'étaient pas fréquentables. Moi, je ne qualifie pas le régime de Mobutu de dictateur absolu. Je le qualifie, c'est un régime autoritaire. Alors, est-ce que pour toi, un régime autoritaire... Je sais que les gens qui vont dire ça vont dire « Ah, mais lui, il le dit parce que c'était les gens de Mobutu. Je n'ai jamais été en passant. » Pour toi, un régime autoritaire pend des opposants en place publique? Mobutu a fait pendre 4 ministres du précédent gouvernement, soi-disant pour subversion, alors même que des enquêtes démontrent que Mobutu leur a tendu un piège, dans lequel, puisque l'épisode se souvient quand Mobutu, pour accéder au pouvoir, il y avait une sorte de tripartite. Le président, le premier ministre qui avait remplacé Lumumba et Mobutu. Les trois avaient le pays. Il y a eu d'ailleurs cette fameuse phrase dans laquelle Mobutu disait que maintenant que la paix est revenue dans le pays, les militaires retournent dans leur caserne et que... Je pense que c'était une façon pour lui... Cette terreur avait été utilisée pour calmer les ardeurs des uns les autres, puisque le pays sortait d'une situation de trouble et de déstabilisation qui a duré pendant plusieurs années et qui a fait que plus de la moitié du pays était contrôlé. Je ne justifie pas ça. Moi, en tant qu'analyste, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui explique ce genre de comportement que moi, je ne partage pas, que je condamne en passant. Parce que je vais insister là-dessus, les gens risquent de dire que Mbeko soutient ça. Non. Mais en tant qu'analyste, je suis froid, je vous ai dit. Moi, je suis froid quand j'analyse les événements. Je ne mêle pas les sentiments. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut amener une personne à tenir ce genre de propos ou adopter ce genre de comportement. Je pense qu'à l'époque, Mobutu voulait asseoir son pouvoir. Pour cela, il n'a pas hésité à pendre des gens sur qui la l'avaient place en aversion. publique. Exactement, mais c'est comme ça qu'on passe le message aussi. Ça dissuade les uns et les autres, ceux qui seront tentés ou ceux qui seraient tentés de vouloir déstabiliser les institutions vont réfléchir à 2 reprises. Ce ne sont pas des pratiques que moi je soutiens, mais que je peux comprendre au regard du contexte de la situation de l'époque et du contexte, parce que ça c'est très important. Il dit qu'il a fait ça pour faire un exemple. Mais exactement, ça confirme ce que je viens de vous dire. Souvent on pose Kadhafi l'a fait en Libye. Et lui, c'est encore pire. Lui, il le poursuivait jusqu'à l'étranger. Il fallait faire... C'est dans leur tête, hein, à l'époque. Hein. Imaginez, vous prenez le pouvoir dans un pays qui a été occupé, dont le 2/3 du territoire est occupé. Vous prenez le pouvoir, il y a des velléités sécessionnistes, il y a des gens qui veulent déstabiliser les institutions. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? C'est vous qui créez la déstabilisation. Parce que vous avez au moins indirectement validé l'assassinat de Lumumba, parce qu'il ne faut pas donner le sentiment que Mobutu subit les choses. Non, il ne le subit pas. Non. De la déstabilisation du pays. Attention, moi je ne le justifie pas. Oui, j'ai bien compris. Non, mais je dis, quand on dit qu'il est déstabilisé, il faut dire que c'est lui qui est à l'origine de la déstabilisation du pays. Non, c'est lui et toutes les personnes qui étaient dans le système. Oui, mais c'est lui qui ne maîtrisait pas nécessairement les enjeux. Parce que ça, c'est important. Je ne crois pas que Kasavubu détestait Lumumba au point de vouloir sa mort. Et pourtant, quand vous lisez les câbles diplomatiques, vous voyez que Kasavubu est utilisé. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, le rôle de l'analyste, du chercheur, c'est de comprendre, pas de juger.
C'est de comprendre. Moi, je me limite à ça. Mais si vous me demandez mon point de vue personnel, je peux vous dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand j'analyse, je me limite à constater, à comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Et parce que Kasavubu était contre Lumumba. Mais est-ce que Kasavubu voulait l'assassinat de Lumumba? Je ne crois pas du tout. D'autres acteurs politiques qui étaient contre Lumumba, voulaient-ils la mort de Lumumba? Je ne le crois pas du tout. Certains oui, certains oui. Les autres, mais tu sais, certains sont en vie et qui parlent, qui disent qu'eux ne voulaient pas la mort de Lumumba. Ben, bon, aujourd'hui ils le disent, mais comment savoir? Seul l'avenir nous le dira. Mais si on revient à Mobutu, à sa posture, dans le contexte de l'époque, ça pouvait se comprendre sans être toléré. C'est ce que je peux dire. Il voulait insuffler une forme de terreur, de peur chez celles et ceux qui seraient tentés de vouloir peut-être déstabiliser son pouvoir. Alors, et pourquoi on le regrette encore aujourd'hui? Parce que quand on fait une analyse globale de sa gestion du pays, en tout cas de son mandat, quand on le compare aux autres mandats, il n'y a pas photo. Et l'un des héritages de Mobutu, que tout Congolais vous dira, c'était l'unité nationale. Au Congo, la question ethnique sous Mobutu n'existait pas. Avec toutes les ethnies que nous avons, plus de 100 ethnies que nous avons, ça n'existait pas. Parce que Mobutu voulait consolider l'unité nationale à un point tel que quand tu étais du Kasaï, tu te retrouvais dans je ne sais quelle province, tu te sentais chez toi. Jamais quelqu'un n'allait te dire que tu n'es pas chez toi. Et ce qu'il faisait, Mobutu, il prenait par exemple les gens de l'Équateur. Quand tu étais de l'Équateur, tu ne pouvais pas être gouverneur dans l'Équateur, c'était dans une autre province. Il permutait les gens comme ça. C'est ce qui fait qu'au Congo, nous avons 4 langues nationales qui représentent les 4 grands groupes du pays. Et il y avait ce sentiment d'unité qui était tellement enraciné qu'aujourd'hui, le Congo résiste à la balkanisation. Et ça, c'est un héritage de Mobutu. Est-ce que Mobutu a fait ça parce qu'il voulait le Congo uni ou le Mobutu a fait ça pour mieux consolider son pouvoir? Non, il voulait consolider son pouvoir, c'est évident, mais il l'a fait pour que le Congo soit uni. Parce que le Mobutu était conscient des enjeux auxquels le Congo est confronté. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention dans l'analyse des événements. Parce que tout en étant l'homme des Américains, Mobutu chassera l'ambassadeur des États-Unis du Zaïre. À quel moment? Dans les années 70. Au moment où il est encore très proche des Occidentaux. Et il va le chasser pourquoi? Mais parce qu'il était accusé de subversion. Vous voyez? Et puis l'autre chose... qu'il ne faut pas toucher le pouvoir de Mobutu. Oui, mais ça c'est clair. Mais autre chose aussi. Mais ça, en fait, ce que ça nous dit, oui, c'est qu'il ne faut pas faire une analyse simpliste. Oui, je suis d'accord. Parce que même quand Mobutu, on dit que c'était l'homme des Occidentaux pendant la guerre froide, c'est vrai. Mais ce n'était pas l'homme de tous les Occidentaux parce qu'il a nationalisé des intérêts étrangers. Mobutu a nationalisé les compagnies étrangères qui étaient mais pour pays. Pour l'idée, on a sa propre gloire. Non, la zaïrianisation, l'idée était bonne. C'est sa mise en œuvre qui a posé problème. C'était la zaïrisation. C'était une forme d'indigénisation, c'est-à-dire qu'on a récupéré les entreprises. C'était tout autour de Mobutu. Non, on a récupéré les entreprises. Tout donné aux amis de Mobutu. Oui, on a donné aux amis. Mais la gestion était tellement mauvaise qu'on a voulu restituer ces entreprises à leurs propriétaires. C'est-à-dire que quand vous analysez un événement comme celui-là, la zaïrianisation, est-ce que vous analysez simplement le désastre ou vous essayez de comprendre l'idée qui a mené à ça? Parce que l'idée était de redonner aux Congolais une certaine forme de fierté, le contrôle des outils de production, créer une classe moyenne importante dans le pays. C'était ça l'idée de fond. Par contre, les résultats étaient désastreux. Pourquoi? Parce qu'il a donné à ses amis qui ont dilapidé, qui ont détruit toutes ces entreprises. Mais je ne suis pas d'accord parce que justement, je pense qu'il faut, comme on essaie de le faire ici à chaque fois, avoir la vue globale de la chose. Oui. Pour moi, si le gars il fait la zaïrisation et que derrière, au-delà même du fait qu'il confie à ses amis, parce qu'on peut se dire qu'il a confié aux gens à qui il avait confiance, c'est de la politique. Oui. On donne le pouvoir aux gens à qui on a confiance. Mais dans le même temps, le mec qui crée le MPR, oui, c'est-à-dire que, en fait, en gros,
il a cette fameuse phrase-là qui est très célèbre maintenant, où il dit pour perpétrer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les langues africaines, les traditions africaines, la culture africaine, bref, à abrutir complètement le noir de façon à ce qu'il ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le modèle du blanc. Tu vois, ça fait plaisir à entendre. Mais dans le même temps, le gars qui te fait ça, c'est le même gars qui te crée le parti unique et faut que les gens comprennent de quoi il s'agit ici. C'était un parti obligatoire. C'était pas juste un parti unique dans lequel c'était un parti obligatoire. De ce que j'ai lu, tu me confirmeras peut-être. Est-ce que c'était comme ça au Cameroun ou pas? Attends, c'était plus loin que le Cameroun. Non, attends, j'arrive. Plus loin que le Cameroun parce que la logique des partis uniques. Oui. Mais Mobutu disait que même les fœtus. Non, mais ça c'était. Non. Même les fœtus appartiennent au parti. Philippe. Donc, il enlève toute la. Il enlève l'Occident pour remplacer par Mobutu. Oui, mais c'était une façon de parler. Et ça, vous voyez, oui, mais ce sont des mots qui marquent. L'importance du contexte. Tous les pays africains, pratiquement, avaient ce problème. Il y avait des partis uniques. Vous allez en Côte d'Ivoire. Oui, avant la démocratie. Exactement. C'était le contexte du moment faisait qu'on n'avait que des partis uniques. Mais cela ne veut pas dire que ces partis uniques ne travaillaient pas pour la population. C'est faux. Lisez les anciens premiers ministres de Mobutu, dont certains sont devenus des opposants. Qu'est-ce qu'ils vous disent? L'une des forces de Mobutu, c'est qu'ils sont entourés des gens très brillants. C'était un fin manipulateur. Ça, c'est un fait. Très, très. Oui, mais on va vous dire une chose. Toujours dans les débats internes, il était contesté. Il était contesté par ses proches. Lisez. Oui, c'est pour ça. Contesté, mais pas au point d'être menacé. Parce que non, ils appartenaient au même système. Parce qu'à l'époque, le contexte de l'époque faisait que tous ces gens appartenaient au même système. Il y avait des débats à l'intérieur. Et parfois des débats enflammés. Contrairement à ce qu'on dit ici, là, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur Mobutu qui ne reflètent pas la réalité, la vérité des faits. Je rappelle tout simplement ici, là, à nos web spectateurs que les seuls moments où le Congo a formé une élite de très haut niveau, c'était sous Mobutu. Le seul moment où on avait des... Au pays et à l'étranger. L'université de Kinshasa, là, les gens quittaient l'Afrique pour aller étudier là-bas. Celle qu'il a fermée quand il a... On va y arriver. Oui. Les gens allaient étudier là-bas. Est-ce que vous savez que le Zaïre a formé l'armée tchadienne contre les troupes de Kadhafi? Vous savez ça? Non, je n'avais pas. Le Zaïre, c'est-à-dire qu'à un moment, le Zaïre est un pays très important sous Mobutu. Et les gens étaient... C'est un pays. Nos parents ont étudié gratuitement. C'est normal. Non, parce que quand on parle de bilan, c'est ça qu'il faut rappeler aux gens aussi. Il faut comprendre où ça a marché, où ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. C'est l'exercice que tout Africain doit faire parce que la plupart des choses que nous savons de notre histoire, de nos pays, nous ont été racontées par les Occidentaux et certains Africains corrompus par les mêmes Occidentaux ou frustrés. Il faut avoir de la distance. Moi, je ne prends pas parti. Comme je vous ai dit ici, j'essaie de comprendre. Et quand vous analysez le bilan d'un homme comme Mobutu, il ne faut pas se limiter tout simplement à ce qui n'a pas marché. Il faut regarder ce qui a marché. Les grands travaux. Les seuls moments où on a eu de grands travaux dans ce pays-là, c'était à l'époque de Mobutu. Demandez à qui, à n'importe quel Congolais bien renseigné. Mais à un moment, il y a eu des problèmes. Le pays a commencé à être gangrené par la corruption. À la fin des années 70... De la corruption des amis de Mobutu. Oui, de lui-même et de ses amis. Tout à fait. À la fin des années 70, au début des années 80, on a commencé à commettre de problèmes, doublé de la chute des cours des matières premières. Ouais. C'est tout ça qui a fait que nous avons eu des problèmes. Mais sous Mobutu, par exemple, on va vous dire que les richesses du Congo étaient sanctuarisées. Les ressources naturelles qui sont pillées aujourd'hui à tour de bras, là, c'était sanctuarisé. Même ses adversaires l'ont reconnu. Que sous Mobutu, Mobutu ne permettait pas que les richesses du Congo soient pillées par les étrangers. Et ça n'a pas été pillé par les étrangers. Et ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Je vous conseille de lire, parce que je veux une dame, parce que c'est elle qui a publié l'information sur laquelle on va revenir sur les étudiants. Colette Brackman. Quand elle écrit son livre, quand elle parle de la chute de Mobutu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, sous Mobutu,
le ZER était fait. C'est-à-dire que le contrôle des ressources était intérieur. Mobutu n'avait jamais permis que les richesses du Congo soient pillées par l'étranger. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il va sauter. Parce que Mobutu, à un moment donné, était devenu tellement puissant qu'il était capable de manipuler et les Belges et les Américains. Et il faut rappeler que quand Mobutu était avec les Américains, c'est pour ça qu'il faut nuancer. Mobutu n'était pas l'homme des Américains, il était l'homme d'un camp. C'était les républicains. Les démocrates ne l'aimaient pas. Sous Carter, il a souffert, son régime a souffert. Vous comprenez? C'était les républicains qui le soutenaient beaucoup. Pas oui, il était très de bouche en plus. Pas les démocrates. Donc même quand on dit que Mobutu était l'homme des Américains, il faut nuancer cela. Ce n'est pas le cas. Je vous ai dit qu'elle avait chassé l'ambassadeur des États-Unis à l'époque. Mobutu avait compris que le ZER était important pendant la guerre froide. Il a su surfer là-dessus. Parfois en instrumentalisant ses alliés. Dans les années 70, le fameux discours à l'ONU de Mobutu, oui, qui est resté dans les annales, sa prise de position sur la question israélo-palestinienne, qui va en faire d'ailleurs l'ennemi de plusieurs entités israéliennes qui étaient ses alliés. Ce sont des prises de position à un moment de l'histoire du Congo qui ont fait aussi de Mobutu l'ennemi à abattre de l'Occident. Mais au nom de la guerre froide, au nom de la préservation des intérêts de l'Occident pendant la guerre froide, les Occidentaux l'ont toléré. C'est la conclusion à laquelle on arrive quand on analyse avec le recul les événements du moment. Mais après, il y a eu les problèmes de corruption qui vont mener à la désarticulation de l'appareil économique du pays, à 2 pillages successifs en 91 puis en 93, au démantèlement de l'outil productif du pays. Et tout ça va provoquer des crises socio-économiques, l'émergence des partis d'opposition, et par la suite la guerre et puis la chute du maréchal. On va arriver sur la 3e partie. Mais revenons donc sur les maillons essentiels. Mobutu et les étudiants. Oui. Mobutu a une grogne qui commence au niveau des étudiants, oui, qui se plaignent, bien évidemment, les étudiants. À cette époque-là, oui, on vient de voir... Au début des années 90. On vient de voir, voilà, on a eu mai 68 en France. Oui. Les campus sont des lieux de révolution dans le monde entier. Le Congo, c'est un pays qui se veut de plus en plus ouvert. Mobutu organise le combat. Oui. À l'époque du Grand Zaïre. À l'époque du Grand Zaïre, il organise le combat, le fameux combat de boxe. Et les étudiants donc estiment que les conditions, oui, que leurs conditions ne sont plus bonnes, parce que du coup, pourquoi est-ce que les étudiants même vont commencer à manifester? Il y a aussi ce côté de Mobutu tout-puissant. Il faut chanter à la gloire de Mobutu. Oui. Et les étudiants ne sont pas d'accord avec ça. Il commence à y avoir une il y avait même des publicités, on voit Mobutu sortir du ciel. Du ciel, des nuages, le journal de 20 heures. Il y avait un grand culte de la personnalité. Le culte de la personnalité de Mobutu. Et les étudiants donc, commencent à manifester contre ça. Et toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à cette période-là, là où Mobutu est tout puissant, les étudiants, alors que c'est le mec qui a fait pendre des gens, c'est le mec qui ne supporte aucune forme d'opposition, qui est déifié dans le pays. Tous les chants de Mobutu, roi éternel, ainsi de suite. Et tu dis que ce monsieur-là, les étudiants vont oser se mettre sur son chemin, et tout ce qu'il va faire, c'est fermer l'université, parce que ce qu'on nous en fait, il y a des échauffourées entre étudiants à l'université de Lubumbashi. Entre étudiants? Oui. Sans les forces de l'ordre? Oui, les forces de l'ordre arrivent après. Ok. Nous sommes au début des années 90. Il y a le discours, il y a le vent de démocratisation qui arrive. Oui, multipartite. Il y a le discours de la Baule de François Mitterrand. Tous les amis dictateurs, comme tu le dis, en Afrique doivent se positionner. Il faut une ouverture à la démocratie, au multipartisme, tout ça. Il y a des échauffourées à l'université de Lubumbashi. Les forces de l'ordre interviennent et le lendemain, un article de presse sort. Et cet article dit qu'il y a un massacre de Lubumbashi, que les hommes de Mobutu, l'armée, la division spéciale présidentielle a assassiné des étudiants. On les a mis dans des avions, on a jeté les corps dans l'eau. L'auteur de l'article s'appelle Colette Brackman, journaliste belge, qui va devenir d'ailleurs un grand soutien de Paul Kagame en passant. On sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de massacre parce qu'il y a une commission parlementaire. Mais nous, dans le livre, parce que bon, je ne l'ai pas emmené, le livre Stratégie du chaos que j'ai coécrit, justement avec l'ancien
chef de service secret zaïrois, qui était aussi le conseiller spécial de Mobutu en matière de sécurité, nous montrons comment cela n'a pas eu lieu. La Libre Belgique écrira un article dans lequel il expliquera que tout ça relevait d'un grossier mensonge de qui? Des opposants politiques congolais. Et on va voir le même phénomène dans un certain nombre de pays, y compris le Rwanda. Le massacre de Lubumbashi, c'est ça, le massacre des étudiants de Lubumbashi n'a jamais eu lieu. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la fin de la guerre froide. Le contexte. Mobutu n'est plus le chouchou de l'Occident. La Belgique veut la tête de Mobutu parce que pendant toute la guerre froide, pendant très longtemps, les relations entre le Zaïre de Mobutu et la Belgique ont toujours été ponctuées de tensions. Ce qui fait que les Belges, à un moment donné, ne le supportaient plus. Mobutu a mené la vie dure aux Belges. Très dure. Et quand la guerre froide prend fin, les Occidentaux ne se sentent plus redevables à Mobutu. On n'a pas besoin de le soutenir contre les opposants, contre ses adversaires. Bien au contraire, on a besoin de redéfinir la carte géopolitique de la région, en tout cas du côté américain. Les Belges sont à fond dedans. On monte cette histoire de massacre de Lubumbashi, on impose un embargo au Zaïre à ce moment-là. Et parallèlement aux événements du Zaïre, au Rwanda, il y a une guerre civile déclenchée par les forces du Front patriotique rwandais du président Paul Kagame. Ils veulent abattre qui? Le président Habyarimana, allié de Mobutu. Mobutu et Habyarimana, alliés de la France. La France elle-même, elle est en porte-à-faux avec les États-Unis puisque les Américains ont décidé, après la fin de la guerre froide, de chasser la France de toutes les régions en Afrique qu'ils ont jugées essentielles pour leurs intérêts. Voilà le contexte global dans lequel se passe le fameux faux massacre de Lubumbashi. Et toutes les familles qui ont perdu des enfants. Il n'y a pas de famille, justement. Parce qu'ils sont allés voir les familles des gens qui étaient cités. Ces gens-là sont en vie. Le seul étudiant qui est mort s'appelle Ilombe. C'est connu aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas connu. Il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que le massacre de Lubumbashi a eu lieu. Tout comme au Rwanda, on a dit qu'Habyarimana menait une politique de génocide contre la minorité Tutsi. Et c'est même sorti dans un grand rapport qui est devenu un rapport qui est cité partout, alors que c'était faux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violations des droits de l'homme. Attention. Mais ce massacre-là, ou les politiques de génocide au Rwanda ou ailleurs, n'ont jamais eu lieu. C'est un peu comme les histoires qu'on raconte aux Africains sur les Houphouët-Boigny qui jetaient des gens, des crocodiles qui venaient manger. Toutes ces histoires-là, la plupart des histoires qu'on a vues, je ne dis pas que tout était justement, faux. À l'époque de Mobutu, moi j'ai vu le pilote, le reportage du pilote de Mobutu qui dit qu'il survolait le fleuve tous les soirs pour aller ramasser des corps d'opposants qui avaient été tués. Qui? Quel nom? Le nom de journaliste de... Non, l'opposant, des opposants. On ne peut pas tuer un opposant et puis on nous dit on ne sait pas où il est. Tous les opposants étaient connus au pays. Si un opposant du président Biya, ou un opposant du président Ouattara, ou un opposant rwandais disparaît, on ne va pas savoir qu'il a disparu. À l'époque, on nous racontait des choses et nous on gobait. Les médias occidentaux amplifiés, répercutés, nous on gobait parce qu'on ne comprenait pas qu'à ce moment-là, nous avions à l'époque des hommes politiques qui jouaient leur propre partition en fonction de leurs intérêts, tous les côtés permis. Un exemple. Quand on a posé la question à Nguns Karlibon, qui criait « Horreur, horreur !» allusion au fameux faux massacre de Lubumbashi. Quand il est devenu Premier ministre, on lui a posé la question, M. Nguns, où sont les étudiants qui ont été massacrés au campus de Lubumbashi? J'avais tenu ces propos quand j'étais opposant. Aujourd'hui, je suis un homme d'État. C'était sa réponse. Vous voyez? Mais ces choses-là ne sont pas connues de beaucoup de gens. Donc toi, tu maintiens que... Je ne maintiens pas ça, ce sont les faits. C'est établi. Il n'y a pas eu de massacre d'étudiants. Il n'y a pas eu de massacre d'étudiants. Il y a eu un étudiant qui est mort. Il y a eu une commission d'enquête. Parce qu'à l'époque, là, je dois rappeler une autre chose que les gens ignorent. Mobutu n'éliminait pas ses opposants. Sûrement qu'il y a des gens qui ont été éliminés. Beaucoup de gens. Sûrement. Non, mais je ne peux pas dire beaucoup parce que je n'en connais pas. Parce que je dois dire ce que on a le témoignage du pilote qui dit que tous les soirs... Mais qui sont ces opposants qui ont été éliminés? Il ne donne pas les noms des gens, mais un opposant qui est éliminé... Il sortait de la prison. Tu veux dire que sous Mobutu, il n'y avait pas de la brimade policière? Mais si, mais Étienne Tshisekedi et ses copains, qui étaient membres du MPR, le parti présidentiel, le parti unique,
C'était les membres du parti unique. Quand ils ont fait sécession, il y a eu une scission au sein de ce parti-là. Il y a eu des brimades de la part de Mobutu. Beaucoup ont été renvoyés dans leur village, beaucoup ont été torturés. Ça, c'est un fait. Personne ne peut nier ça. Mais il faut rester... moi, je me contente des faits qui sont établis. J'ai beaucoup travaillé sur les dossiers africains pour savoir qu'il y a beaucoup de manipulations, de mensonges là-dedans. Il faut faire très attention, Philippe. Prenez le cas simplement du massacre des étudiants de Lubumbashi. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus pour donner des détails de comment ça s'est passé. Non, mais je suis sérieux. Vous vous rendez compte? Je prends le cas du président Habyarimana au Rwanda. On nous a expliqué qu'à l'époque, parce que tous ces événements se passent au même moment, on a expliqué qu'au Rwanda, Habyarimana avait mis en place une chose qu'on a appelée la Kazoo, une sorte de hutte en Kinyarwanda. C'était dirigé par la femme du président. On assassinait des opposants, tuait des gens et tout. Et puis on arrive devant le tribunal pénal international. Il y a des opposants qui disent non, mais ce truc-là n'a jamais existé. C'est nous qui l'avons inventé dans le cadre des campagnes contre le régime en place. Et vous avez beaucoup d'exemples comme ça dans nos pays. Et au Zaïre, c'était fréquent. Parce que le Zaïre, c'est aussi le Congo, c'est un pays de rumeurs. Hein. Vous lancez une rumeur et puis demain, ça devient une vérité. Mais vous vous imaginez cette histoire de Lubumbashi, là? Vous vous imaginez... Là, je sais que vous êtes sidérés. Mais cette histoire-là a fait la une des médias à l'époque. Oui, bien sûr. Quand on a demandé à l'antenne... Pourquoi les Américains ne sont pas allés loin? Parce que l'antenne de la CIA à Lubumbashi savait que ça n'avait pas eu lieu. C'est pour ça que les Américains n'ont pas fait pression sur Mobutu à ce propos. Les Belges se sont saisis de cette histoire-là, montée de toutes pièces par des opposants peu scrupuleux, reprise. C'est une affaire qui a été reprise par Colette Brackman, qui était foncièrement anti-Mobutu. On l'a alimentée dans les médias, c'est parti. Vous vous rappelez du massacre de Timisoara en Roumanie? On a montré, parce qu'à l'époque, il y avait un dirigeant là-bas qui s'appelait, c'est la fin de la guerre froide, hein? Je vous rappelle le contexte. Il y avait Ceausescu là-bas qui était un ami de Mobutu. Très ami. Voilà. Mais on l'a tué, pourquoi? On l'a accusé on a trouvé un charnier, on a dit qu'il avait tué des gens et tout. Qu'est-ce qu'on a découvert par la suite? Ceausescu? Oui. On est allé chercher les corps dans les morgues. On les a mis là, on les a filmés, on a dit que Ceausescu avait massacré des gens et tout ça, il y a eu des désordres dans le pays, il y avait des troupes dans le pays. Le monsieur a été assassiné, je crois, avec son épouse. Et puis on a découvert par la suite que c'était faux. Que c'était faux? Mais les corps n'ont jamais lieu. Il n'avait pas massacré les gens. Les corps ont été pris dans une morgue de la ville. Certains avaient dans leurs pieds encore les étiquettes là, avec le numéro là, le numéro de Maccabée là. Mais ça c'est public, hein. Demandez à vos web spectateurs. J'ai vu. C'était le faux massacre de Timisoara. Un autre encore. Kadhafi. Et Mobutu avait été très mécontent que son... Oui, mais moi je l'explique dans le livre Stratégie du chaos. Oui. Il avait peur. Quand il a vu ça, il avait peur. Un autre élément à rapporter à l'attention du public, c'est très important. À partir des années 90, en réalité, Mobutu n'a plus vraiment le pouvoir. Quand il fait son fameux discours d'avril 90, en fait, Mobutu, il est président, il ne dirige plus vraiment. Nous sommes à l'époque du multipartisme, c'est l'opposition qui a le vent en poupe dans la plupart des pays africains. Oui. Même au Rwanda, où on nous a dit qu'Habyarimana planifiait le génocide, on oublie que le Premier ministre, c'était un gars de l'opposition. Au Congo, Tshisekedi était devenu Premier ministre, le papa de l'actuel président. Je veux qu'on en parle, parce que du coup, Tshisekedi, pour moi, et c'est vrai que j'avoue, je sais qu'il a travaillé à un moment donné avec Mobutu. C'était son ami intime. Et d'ailleurs, quand on parle... intime? Oui, quand on parle de l'assassinat de Lumumba, là, on suspecte aussi Tshisekedi qu'il avait soi-disant traité de crapaud. L'histoire est complexe. Hein. L'actuel Tshisekedi, là. L'idée d'encercler la maison de Lumumba, sa résidence, on dit même que ça émanait de Tshisekedi. Donc, comme Mobutu donne l'ordre d'encercler sa résidence, la résidence de Lumumba est encerclée par l'armée nationale congolaise et aussi par les casques bleus. Il y a 2 ceintures. Et l'idée d'encercler sa maison à l'époque, par les hommes de l'ANC, l'armée nationale congolaise, émanait de Tshisekedi, dit-on. Donc, il faut faire très attention dans la manière de lire et de comprendre l'histoire de ces moments tumultueux de l'histoire de notre continent. Donc, Tshisekedi, en gros, parce que ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné,
des gens comme Tshisekedi commencent à critiquer ouvertement le Mobutu? Ce sont les gens du système. Ils connaissent le système de l'intérieur. Ils en ont profité. À un moment donné, ils se disent, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut peut-être voir certaines affaires. Mobutu n'est pas content, il ne veut pas de ça. Donc, ils y seront maltraités pendant un moment à cause de ça. Pourquoi ils ne les éliminent pas? Mais justement, vous avez dit au début de l'émission qu'il éliminait tout le monde. Vous avez la preuve que tout le monde n'était pas éliminé. Je vous renvoie à vos propres propos, justement pour vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples qu'on les présente quand on dit qu'il tuait des gens à tour de bras et tout ça. Oui, il y a des gens qui ont été sûrement éliminés, je n'ai pas peut-être leur nom, mais on ne peut pas dire que c'était des politiques qui étaient systématiques comme on entendait dire ici et là. Il ne faut pas oublier que dans nos pays, la rumeur aussi a une terrible puissance et que les opposants politiques n'ont pas hésité à surfer là-dessus pour vendre leur salade aux populations aussi, pour des raisons purement de politique politicienne. Et donc, Tshisekedi ne rompt pas. À l'époque, je rappelle, eux ne demandent pas à rompre avec le système. Ils disent qu'il faut créer un courant dissident au sein du système. Donc, on reste au sein du MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, mais on essaie d'apporter quelques changements. Par la suite, certains d'entre eux vont devenir quand même des premiers ministres de Mobutu, y compris lui-même Tshisekedi. Mobutu buvait du sang. Oui, on l'a vu aussi. Moi, je n'ai pas de preuves, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai. Son ministre de la Communication dit... Bon, je ne peux pas. Oui, mais vous voyez, j'ai toujours eu... Mais comment tu sais que c'est du sang? Non, mais j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça, Philippe... Et ça, c'est le côté... on veut montrer que c'était un sanguinaire. Mais c'est le problème que nous avons. Vous savez, quand nous grandissions en Afrique, nous voyons ces documentaires qui venaient de l'Occident. Dada, tout ça, on nous montrait ça et... Bokassa, c'était caricatural. Nous avons une compréhension caricaturale de notre histoire politique. Et malheureusement pour nous, nos dirigeants n'écrivent pas. Malheureusement pour nous. Nous qui essayons de fouiner ici et là pour comprendre parfois, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Moi, j'ai eu des discussions avec des hommes politiques congolais, de très haut niveau. J'ai coécrit un livre avec l'ancien patron de service secret, qui est décédé, M. Honoré Ngwanda Paix à son âme, qui est décédé il y a 3 ans. Nous avons eu des discussions intimes. Il y a des choses qu'il m'a dites. Il m'a dit, écoutez, il m'a raconté des histoires qui... Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas ça dans le livre? Il m'a dit, je suis un homme d'État. J'emporterai toutes ces choses-là dans ma tombe. J'ai dit, mais il faut en parler pour la postérité. Ce sont des choses qui sont très graves, mais que nous devons savoir, que les autres doivent savoir. Regardez ici en Occident. Je le dis, ça n'a peut-être pas rapport directement avec l'émission, mais c'est important de le relever. Ici, les dirigeants écrivent. Ils relatent certaines affaires auxquelles ils ont été confrontés et tout ça. Pas chez nous. Et du coup, ce sont des journalistes occidentaux et certains politiciens, parfois véreux, pour des raisons de politique politicienne, vont vendre leur salade aux opinions publiques. Par conséquent, la plupart des Africains, surtout en Afrique subsaharienne, nous ne comprenons pas grand-chose de notre histoire. Les livres sur Houphouët-Boigny, sur Bokassa, sur Mobutu, c'est écrit par des Occidentaux. Je ne dis pas que tous ces Occidentaux sont des farceurs ou des menteurs, mais il y a un biais dans leur manière de présenter les choses. Alors quand Mobutu tombe, on nous sort un documentaire dans lequel on nous dit c'était un sanguinaire qui n'a rien fait. Et d'ailleurs, vous avez un ministre, pour le besoin de la caméra, nous dit oui, Mobutu a bu du sang. Moi, j'ai eu des discussions avec des proches du maréchal Mobutu, qui ont été choqués par ses propos. Il a peut-être raison, parce que personne n'était là. Lui seul était là. Mais pour beaucoup des gens à qui j'ai parlé, il est allé très loin. Mais le monsieur qui tient ce discours-là, oui, c'était le patron de la propagande sous Mobutu. Oui, tout à fait. Vous voyez? Il le reconnaît. Et il est devenu le patron de la propagande sous Laurent Désiré Kabila. Juste pour rappeler le tombeur de Mobutu. Eh bien, ça, c'est la politique politicienne. C'est ça, la politique en Afrique. Je ne dirais pas ici que Mobutu n'a pas bu du sang, je n'en sais rien du tout. Il a bu ou n'a pas bu, je n'en sais rien du tout. Mais je pense que l'histoire de notre pays, de nos pays, doit être analysée par les fils et les filles. Il prenait les femmes de ses collaborateurs. Ça, on en a beaucoup entendu parler, oui. Oui, ça, beaucoup de gens en ont parlé. Il a épousé des jumelles, ça c'est factuel. Oui. Oui. Et il prenait les femmes de ses collaborateurs pour les affaiblir. Pour avoir des informations. Peut-être. Peut-être. Mais ça, beaucoup de gens l'ont dit. Oui. Ça donne aussi peut-être une manière de voir comment il gérait le pouvoir.
Mais chaque dirigeant a sa façon de gérer le pouvoir. La manipulation, l'instrumentalisation, ce genre de choses font partie de la gestion du pouvoir dans certains pays. Nous, vous, en France, ici, vous avez un président qui était marié, qui allait voir sa maîtresse en scooter. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Vous savez, les chefs d'État sont des êtres Je vais humains. revenir sur l'épisode des étudiants. Oui. Il fait fermer l'université Oui. et il incorpore 2000 étudiants dans l'armée. Ça, c'est il y a très longtemps, c'était avant. Ça, c'était Ça, c'était avant, je crois dans les années 70. Oui. Parce que moi, mon père fait partie des gens qui ont fait le service militaire. Mais, par exemple, nos parents sont le produit du système Mobutu. Instruction, éducation, ce sont les produits du système Mobutu. C'est-à-dire, c'était des gens... quand je vous dis qu'on avait des cadres, on avait des cadres. Le Zaïre avait une véritable élite. Il faut demander aux Belges, quand on a eu le débat de clarification en 88, on les a ridiculisés. Et je salue Maître Nimi, qui était l'un des directeurs de cabinet du maréchal, un homme extrêmement brillant, qui est en Belgique, et qui a écrit un livre, lui, pour raconter aussi son histoire auprès du maréchal. Moi, j'ai eu un entretien avec lui pendant très longtemps. C'était passionnant de l'entendre parler de son expérience aux côtés du maréchal. Ça n'a rien à voir avec la vision caricaturale qu'on nous présente dans les médias. Il a bien créé le Mobutisme. Qui ça? Mobutu. Ben oui, le Mobutisme existe. Hymne à sa gloire. Oui, mais ça, ce sont des faits établis. Il y a Mobutu, s'il y a une chose que je reproche à Mobutu, par exemple, c'est ça, c'est ce culte de la personnalité qui, de mon point de vue, était extrême. Culturellement, ça pouvait se comprendre, mais pas à ce niveau c'était très extrême. Parce que vous savez, le culte de la personnalité, vous le retrouvez dans beaucoup de pays africains. Culturellement, je pense qu'il y a un peu cette propension-là. Mais Mobutu, je pense qu'il avait poussé le bouchon un peu très loin de mon point de vue. Et ça, c'est ça aussi qui a fait que, de mon point de vue, il y a des choses qu'il n'a pas pu anticiper l'avenir quand les choses ont commencé à lui échapper à cause de ça. Mais nous allons y revenir puisqu'on va parler de sa chute. L'Église. Oui. L'Église s'oppose à Mobutu. Oui. Et là, ça se passe très mal aussi. Ça se passe très mal, exactement. Mais parce que c'est un régime autoritaire, pour ne pas dire autocratique. C'est un fait. Il ne supportait aucune critique. Non, il y avait la critique quand même. Mais c'était la critique au sein du système, pas à l'extérieur du système. Mais pourquoi il ne matait pas la critique au sein du système? Mais parce que Mobutu, quand vous discutez avec la plupart de ses collaborateurs, ils vous disent que Mobutu était un homme qui aimait beaucoup la critique. Il y a un journaliste qui en a parlé d'ailleurs, qui a fait une interview, j'ai oublié son nom, qui a dit, mais Mobutu ne demandait pas de couper des trucs. Hein. Il faut laisser. Quand on critiquait le régime, il fallait critiquer le régime. Donc il y a des choses qui se racontent là, qui reposent davantage. Après, c'est vrai, chacun raconte aussi sa version de l'histoire, ce qu'il a vécu. Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui ont été confrontés à la violence du régime racontent aussi leur version de l'histoire. Mais ce n'était pas tout noir, ce n'était pas tout blanc, il y a parfois du gris. Donc, autant on pouvait réprimer certaines critiques, autant dans d'autres situations, on les avait tolérées. Et pourtant, dans le même temps, Mobutu est reçu partout. Oui. En Chine, aux États-Unis, en France, tout le monde reçoit. Oui, mais justement parce que le Zaïre est un pays important. Le Zaïre est un pays extrêmement important, d'abord pour ses ressources, mais aussi pour sa position durant la guerre froide, sa place durant la guerre froide. Mobutu est un frein contre les poussées communistes, entre guillemets, dans une bonne partie du continent, en tout cas au sud du Sahara. Et donc Mobutu est un peu le gardien du temple à l'époque pendant la guerre froide. Et cette importance-là, stratégique, permet de comprendre la bienveillance de l'Occident à son égard. Et quand il se rapproche de la Chine, c'est parce que la Chine est, c'est parce que la Chine et l'Union soviétique ne s'entendent pas. Pendant longtemps, les deux pays, aujourd'hui la Russie et la Chine, c'est le grand amour, mais pendant la guerre froide, les deux pays ne s'entendaient pas. Je veux qu'on termine sur la zaïrisation. Tu semblais dire que c'est quelque chose... L'idée était bonne. C'est sa matérialisation qui a été désastreuse. Si vous me dites, par exemple, Patrick, je veux
en tant que président de Côte d'Ivoire ou de Cameroun, je veux nationaliser les entreprises étrangères. Je veux créer une classe moyenne ivoirienne ou camerounaise importante dans ce pays. On va nationaliser. L'idée est mauvaise ou elle est bonne? Non, elle est bonne. Mais si elle ne marche pas, t'entends dire que l'idée était mauvaise? C'est le même, le même raisonnement qu'on applique à la zaïrisation. Je retiens de Mobutu un homme qui a, dans les moments les plus pénibles du pays, a su rassembler les Congolais, a préservé l'intégrité territoriale, mais qui a aussi commis beaucoup d'erreurs, comme un certain nombre de chefs d'État africains. D'erreurs ou de crimes? Appeler un crime erreur, c'est diluer quand même. Non, vous avez dit ce que je retiens. Oui. Ce que je retiens, je ne juge pas. Ce que je retiens en fonction. Et pourquoi appeler des crimes erreurs? Non, je parle d'erreurs de gestion, dans la gestion du pays. Ah, ok. C'est-à-dire que vous me parlez de Mobutu en tant que président. Oui. Donc, dans sa gestion du pays, et il a fait de très bonnes choses, mais il a aussi commis beaucoup d'erreurs. À part la formation, soi-disant, des cadres, qu'est-ce qu'on peut attribuer d'autre à Mobutu? Quelle infrastructure? Quel grand projet? Je vous ai dit que... Alors que tout était gangréné par la corruption. Tous les grands projets aujourd'hui, au Congo, que nous avons, les infrastructures, datent de l'époque de Mobutu. Lesquelles? Le pont Maréchal, le grand immeuble de la télévision nationale, les grands stades là que vous voyez, c'est sous Mobutu. C'est pas après lui ou avant lui, c'est sous Mobutu. L'époque des grands travaux, le barrage d'Inga. Vous connaissez le barrage d'Inga? Bien sûr, très bien. C'est sous Mobutu. Après, certains ont qualifié ces grands travaux d'éléphants blancs. Parce qu'il y avait aussi un côté fantasque, tu sais, l'histoire de la fusée là qu'on avait. Oui, qui fait voilà. Ouais, c'est un peu ridicule. Donc, c'est pour dire que autant il y avait des bonnes choses, il y avait aussi des choses qui étaient ridicules. Cet exemple-là que je relève. Donc, c'est pour dire que il y avait du bon et du pas bon. C'est une œuvre humaine. Mais ce que je retiens de lui, ce que tout Congolais retient de lui, c'est le sentiment d'unité nationale. Ça, vous ne pouvez pas le voir au Congolais. Aujourd'hui, le pays, le tribalisme est devenu extrêmement important avec l'actuel régime, mais sous Mobutu, ça n'existe pas. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs au Congo de tenir, pour vous dire vrai. S'il n'y avait pas ça, le pays allait éclater depuis très longtemps. Avec les guerres qu'on nous a imposées successivement, le Congo allait éclater. Le Zaïre, l'actuel RDC, est l'un des pays qui a su compter sur le sentiment d'unité nationale pour tenir. Et même les détracteurs de Mobutu le disent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Congolais le regrettent. Parce qu'à l'époque du Zaïre, nous étions respectés. Qu'on le veuille ou pas, les Zaïrois étaient respectés. La situation avec Kagame n'aurait pas pu exister à cette époque-là? Mais Kagame est intervenu à quel moment? C'était au moment... Mobutu affaibli. Exactement, et lâché par les Occidentaux, qui jetaient à ce moment-là leur dévolu justement sur Kagame et son parrain de l'époque, Yoweri Museveni. Vous voyez comment à chaque grand moment de l'histoire, le contexte revient pour nous aiguiller et pour mieux comprendre les événements.